Mon fiancé a dit, j'emménage avec ta sœur. Nous attendons un bébé ensemble. J'ai répondu, félicitations, puis j'ai annulé sa montre personnalisée, saisi son camion et changé tous les mots de passe. 6 heures plus tard, il était à ma porte, sanglotant que ma sœur l'avait mis dehors. Je m'appelle Carole. J'ai 36 ans. Et jusqu'à il y a environ 11 heures, j'étais une femme fiancée. J'étais heureuse. Je l'étais vraiment, sincèrement. Ou du moins, j'en étais convaincu. Et je suppose qu'à mon âge, c'est censé être la même chose. Cette maison, c'est ma maison. C'était celle de ma grand-mère. Elle me l'a laissée dans son testament, son petit héritage qui signifiait tout pour moi. C'est une bonne maison, un solide bungalow des années 1950. Elle a une bonne structure, des parquets que j'avais fait rénover, et une petite cour arrière avec un érable qui commence tout juste à jaunir sur les bords. Depuis 1 an et demi, elle n'avait pas été aussi silencieuse. C'est presque assourdissant maintenant. Depuis 1 an et demi, c'était notre maison. J'ai rencontré Marc il y a 3 ans. Il avait 28 ans à l'époque. J'en avais 33. Je venais d'obtenir une grosse promotion dans l'agence de marketing pour laquelle je travaille, et j'ai décidé de m'inscrire à une salle de sport haut de gamme comme cadeau pour moi-même. Il y était entraîneur personnel. Il était charmant. Il avait cette sorte d'énergie facile et lumineuse qui vous fait vous sentir plus jeune juste en étant à proximité. Il était drôle. Il était ambitieux. Et il semblait m'adorer. Je suis tombé dans le panneau. Je suis tombée amoureuse de lui, éperdument et rapidement. Après environ 1 an de relation, il a emménagé ici, dans ma maison, la maison de ma grand-mère. Et il y a 8 mois, ici même dans cette cuisine, pour le 3e anniversaire de notre premier rendez-vous, il a posé un genou à terre. Il avait tout un discours. Il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit, oui, bien sûr. J'ai dit oui. J'ai 36 ans. J'ai une bonne carrière. J'ai une maison. Et j'avais cet homme beau et dynamique qui disait vouloir passer sa vie avec moi. C'était la dernière pièce du puzzle. Les derniers mois ont été un tourbillon heureux, stressant et coûteux de préparatifs de mariage. Nous avions versé un acompte pour un lieu magnifique, un vignoble juste à l'extérieur de la ville. Nous nous étions disputés sur les arrangements floraux. Il voulait des lys. Je pensais qu'ils étaient trop funèbres. J'ai même acheté ma robe. Elle est suspendue dans le placard de la chambre d'amis à l'étage en ce moment, fermée dans sa housse à vêtements blanche. Nous étions censés nous marier en mai. Mais cette histoire n'est pas à ce sujet. Cette histoire ne concerne pas le mariage. Elle concerne ma sœur Brenda. Elle a 29 ans. Ma petite sœur. Nous sommes, ou nous étions, des opposés. Tandis que j'étais la responsable, celle qui avait de bonnes notes, qui est allée à l'université, a construit une carrière et a économisé pour un acompte. Brenda était la marrante, la sauvage, l'esprit libre. C'est comme ça que nos parents l'appelaient en tout cas. Pour moi, c'était celle qui était toujours au cœur d'un nouveau drame, toujours avec un nouveau gars qui était, le bon, ayant toujours besoin d'un petit coup de main pour se remettre sur pied. Quelques centaines de dollars pour couvrir le loyer, une cosignature sur un contrat de location de voiture, une épaule sur laquelle pleurer quand le dernier en date lui brisait le cœur. Je l'aimais, bien sûr. C'est ma sœur, ma seule sœur. C'était toujours moi qu'elle appelait. J'étais son filet de sécurité. Il y a environ 4 mois, Marc, mon fiancé, m'a fait asseoir. Il a dit qu'il s'inquiétait pour Brenda. Il a dit que son style de vie était malsain et qu'il voulait l'aider. Il lui a offert des séances d'entraînement personnel gratuites dans sa salle de sport. Il a dit que ce serait son cadeau de mariage anticipé pour elle, pour la remettre en forme, pour booster sa confiance en elle. Je pensais que c'était la chose la plus douce et la plus gentille du monde. Je pensais que j'étais si chanceuse d'avoir un homme qui soutenait autant ma famille. J'ai même payé l'abonnement coûteux de Brenda à la salle de sport pour qu'elle puisse y aller quand elle voulait. Je pensais être une bonne fiancée, pleine de soutien. Je pensais être une bonne sœur, pleine de soutien. J'étais une idiote. Je finançais ma propre destruction. La maison est si silencieuse maintenant. Je peux entendre le bourdonnement du réfrigérateur. C'est un vieux modèle. Il est bruyant, mais je ne l'avais jamais vraiment remarqué jusqu'à aujourd'hui. Ce même bourdonnement était en arrière-plan à 14 heures,
alors que je me tenais juste ici à ce comptoir, essayant de décider quoi faire pour le dîner. Le jeudi était notre soirée pâtes. J'essayais de me souvenir si nous avions du parmesan. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. J'ai vu Marc sur l'écran et j'ai souri. J'ai décroché, m'attendant à l'entendre me demander à quel genre de pâtes je pensais ou si je pouvais prendre une bouteille de vin en rentrant. « Salut Marc, quoi de neuf ?» ai-je dit. Je touillais du courrier indésirable sur le comptoir, une offre de carte de crédit, un prospectus pour un service de jardinage. Sa voix était étrange. Elle était froide. Formelle, comme s'il était un étranger. « Carole, je dois te dire quelque chose. » Mon estomac a fait un drôle de bond. Ce n'était pas l'appel de la soirée pâtes. Ce n'était pas l'appel du « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» C'était autre chose. J'ai juste dit « d'accord ». J'emménage avec Brenda. Le courrier indésirable dans ma main a cessé de bouger. Ma main s'est simplement figée. Je n'entendais plus le réfrigérateur. Je n'entendais plus rien. Les mots. Ils n'avaient tout simplement pas de sens. C'était juste des sons. Quoi, ai-je réussi à dire? Ma voix semblait frêle. De quoi tu parles, Marc? Emménager avec Brenda, comme dans son appartement? Pourquoi? Elle s'est encore fait expulser? A-t-elle besoin d'aide pour déménager un canapé? Carole, dit-il. Et il y eut ce soupir impatient. Un soupir comme si j'étais difficile. Comme si c'était moi qui ne comprenais pas, j'emménage avec Brenda. Nous attendons un bébé ensemble. Je dois être honnête, je ne me souviens pas des quelques secondes qui ont suivi. Mon cerveau. Il est devenu vide, comme si un disjoncteur avait sauté. Un bruit blanc. Quand je suis finalement revenu à moi, j'ai réalisé que je tenais toujours le téléphone à mon oreille. Je fixais ma tasse de café froid. Brenda, ai-je dit. Ma voix n'était qu'un murmure. Ma sœur Brenda. Oui. Et vous? Vous attendez un bébé? Oui. Elle est enceinte d'environ 4 mois. Je viens chercher mes affaires ce soir. Je serai là vers 19h. 4 mois. Il l'entraînait depuis 4 mois. Mon cerveau a fait le calcul, le soutien, la gentillesse. Tout n'était qu'un mensonge, depuis le tout premier jour. Et puis cette sensation étrange, froide, bizarrement calme m'a envahi. C'était comme si je flottais, comme si j'étais sorti de mon propre corps et que je regardais cette scène depuis le plafond. Je n'étais pas Carole, la fiancée, la sœur, l'idiote. J'étais juste une observatrice. J'ai mis le téléphone en haut-parleur et l'ai posé sur le comptoir. J'ai regardé le mur, le stupide et joyeux calendrier de cuisine. Il était toujours ouvert sur mai, notre mois de mariage. J'avais entouré la date d'un marqueur rouge. Félicitations, ai-je dit. Le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Il était plat, sans émotion, comme si je confirmais un rendez-vous chez le dentiste. Il y eut une pause de son côté, un silence confus. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Félicitations? J'ai pris une inspiration. Le calme était toujours là. C'était comme une couche de glace se propageant dans mes veines. Qu'y a-t-il d'autre à dire, Marc? Tu as pris ta décision. Toi et ma sœur. Vous avez fait vos plans. Eh bien, Il a bafouillé. Il semblait vraiment décontenancé. Je pensais que tu te battrais pour moi ou quelque chose comme ça. Que tu crierais, pleurerais, supplierais, quelque chose. L'audace, l'arrogance pure et stupéfiante de la chose. Il annonce cette nouvelle, cette bombe qui détruit toute ma vie, ma famille, mon avenir, et il est déçu que je ne lui fournisse pas plus de drame. La glace dans mes veines ne s'est pas fissurée. Elle est juste devenue plus dure. Marc, ai-je dit, et ma voix était aussi froide que ce que je ressentais. Tu attends un bébé avec ma sœur de 29 ans sans emploi. Tu emménages avec elle ce soir. Il n'y a plus rien pour quoi se battre. Notre relation est terminée. Nos fiançailles sont terminées. Tout est terminé. J'aurai tes affaires sur le porche. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je ne voulais plus jamais entendre sa voix. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge de fin d'appel. Et pendant une minute entière, je suis resté là, dans le silence total et complet.
Le réfrigérateur a recommencé à bourdonner, remplissant le vide. La glace, cette sensation froide et calme. Elle ne s'est pas brisée. Elle n'a pas fondu. Elle s'est juste solidifiée. Mon esprit, qui avait été si brumeux et confus, est soudainement devenu d'une clarté cristalline. Je n'étais pas une victime. J'étais une chef de projet et j'avais un projet à gérer. Première chose, la montre. C'était une Rolex, un modèle classique en acier inoxydable. C'était censé être mon cadeau de mariage pour lui. C'était une commande personnalisée avec notre date de mariage et une courte inscription gravée au dos. Je venais de verser le dernier et très gros paiement il y a 6 semaines. J'avais discrètement mis de l'argent de côté de mon salaire pendant plus d'1 an pour me la permettre. Il l'avait montré dans un magazine il y a des mois, disant que c'était la montre de ses rêves. Je suis allé dans mon bureau, mais pas résonnant bruyamment sur le parquet. Je suis allé à mon bureau. J'ai un classeur. Je suis une planificatrice, vous vous souvenez? J'ai ouvert le tiroir Monsieur Mariage. À l'intérieur, il y avait un dossier parfaitement étiqueté cadeau. J'ai sorti le reçu et le bon de commande. J'ai appelé la bijouterie, une boutique familiale haut de gamme du centre-ville. Mes mains ne tremblaient même pas. Le gérant, un homme plus âgé très gentil nommé Monsieur Harrison, a répondu. « Bonjour, Monsieur Harrison. »« C'est Carole Jennings, » ai-je dit. Ma voix était légère. « J'ai une commande personnalisée, une Rolex pour homme à mon nom. C'est pour un mariage en mai. » « Ah, oui, Madame Jennings. Quel plaisir. C'est une pièce magnifique. Elle est dans les dernières étapes. La gravure est en train de prendre. Nous sommes si excités pour vous et votre fiancé. » J'ai pris une inspiration. Monsieur Harrison, je crains que la situation ait radicalement changé. Le mariage est annulé. Il y eut un silence de son côté. Un silence respectueux et aimable. Oh, ma chère. Je suis si terriblement désolé d'apprendre ça. Vraiment. Moi aussi, ai-je dit, ma voix toujours plate. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options. Je sais que c'était une commande personnalisée. Je sais que la gravure est faite. Vous savez, Madame Jennings, dit-il, sa voix baissant un peu. Nous avons une politique de 60 jours pour des situations comme celle-ci. Nous ne sommes pas un grand magasin. Nous comprenons que. Eh bien, que la vie réserve des surprises. Moins de petits frais de restockage pour la gravure personnalisée, que nous devrons polir, nous pouvons absolument vous rembourser l'achat. J'aurais pu pleurer de soulagement. Des larmes ont effectivement piqué mes yeux, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. Merci. Je ne peux pas vous dire ce que ça signifie. Merci beaucoup. Pouvez-vous passer cet après-midi pour signer le bon de retour? J'arrive tout de suite, ai-je dit. J'ai attrapé mes clés et mon sac à main. Je n'ai pas regardé les photos encadrées de nous sur la cheminée. Je n'ai pas regardé son stupide sac de sport affalé près de la porte. Je suis juste sorti. Le trajet jusqu'à la bijouterie a été flou. C'était une belle journée d'automne. Le soleil brillait. Les feuilles tournaient. C'était offensant, comme si le monde n'avait pas reçu le mémo. Je suis entré dans le magasin, la petite cloche au-dessus de la porte tintant. Ça sentait le bois riche et le produit de nettoyage. Monsieur Harrison m'a accueilli au comptoir, son visage un masque de sympathie professionnelle. Il ne m'a pas posé une seule question sur ce qui s'était passé. Il m'a juste fait signer un formulaire et m'a ensuite remis un chèque de banque de $11 000 sur les $12 000 que j'avais dépensés. J'ai mis le chèque dans mon sac à main. Il semblait solide, réel. Merci encore, Monsieur Harrison, ai-je dit. Prenez soin de vous, Madame Jennings, dit-il, et il le pensait. Je suis sorti. Je suis retourné dans ma voiture. Je suis resté assise là 1 minute sur le siège du conducteur. Le chèque était dans mon sac. D'accord, une chose de réglée. Quelle était la suite? Le camion. Son précieux Ford F-150. Un gros monstre de camion noir et odieux. Le camion de ses rêves, l'avait-il appelé? Mon bon crédit, l'appelais-je. Nous l'avions loué il y a environ 10 mois. Il disait en avoir besoin pour son image de marque en tant qu'entraîneur. Il devait projeter le succès.
Je savais que son salaire n'était pas assez élevé pour être approuvé seul et que son crédit était. Eh bien, disons simplement qu'il n'était pas génial. Alors, comme une idiote, j'avais co-signé. Les paiements, bien sûr, sortaient automatiquement de mon compte bancaire. J'ai sorti mon téléphone, là, sur le parking. Je me suis connecté au site web de la société de leasing. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour trouver le portail de paiement et supprimer les informations de mon compte bancaire. J'ai dissocié mon compte courant. Fait. Mais ce n'était pas assez. Je devais enlever mon nom. J'ai appelé directement la société de leasing. Bonjour, ai-je dit à la femme qui a répondu, sa voix ennuyée. Mon nom est Carole Jennings. Je suis la co-signataire d'un contrat de location pour un Ford F-150 2024, plaque d'immatriculation. Je l'ai lu sur mon application d'assurance. Oui, madame. Je vois le compte. Comment puis-je vous aider? Je dois me retirer en tant que garante, avec effet immédiat. Il y eut un cliquetis de touche. Madame, pour ce faire, le titulaire principal du bail, un certain monsieur Marc nom de famille, devrait se requalifier pour le bail par ses propres moyens. Je comprends, ai-je dit. Veuillez lancer cette procédure immédiatement. Je ne suis plus financièrement associé à ce bail ou à cette personne. Il devra fournir une preuve de revenu et nous devrons effectuer une nouvelle vérification de crédit, dit-elle, très professionnelle. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Et c'était vrai. Je savais exactement quel était le salaire de Marc. Je savais qu'il remboursait encore des prêts étudiants sur lesquels il avait fait défaut. Je savais avec la certitude du lever du soleil que son salaire d'entraîneur personnel ne suffirait pas. Loin de là. S'il ne se qualifie pas ou s'il ne répond pas, continua-t-elle, il aura 30 jours pour restituer le véhicule ou celui-ci fera l'objet d'une saisie. Merci. Vous avez été très utile, ai-je dit. J'ai raccroché. Deux choses de régler. Je suis rentré chez moi. Le soleil commençait à baisser dans le ciel. Il était presque 16 heures. Tout le processus de fin du monde et de reconstruction avait pris moins de 2 heures. Je suis rentré dans ma maison. J'ai regardé sa veste près de la porte. Cette fois, je ne l'ai pas ignorée. Je l'ai attrapée. C'était une belle veste en cuir. Une que je lui avais achetée pour son 30e anniversaire. Je suis allé au placard du couloir, j'ai sorti 2 grands sacs poubelles noirs et j'ai fourré la veste à l'intérieur. Je suis monté dans ma chambre. J'ai commencé par son placard. J'étais méthodique. J'étais efficace. J'étais une machine. Vêtements, chaussures, ceinture, tout y est passé. Je n'ai pas plié. J'ai juste fourré. Les pulls qu'il aimait. Les jeans que je lui avais dit lui allaient bien. Les tenues de sport. Tout est allé dans les sacs. Je suis allé dans la salle de bain. Son rasoir, sa brosse à dents, sa pommade pour les cheveux ridiculement chers. J'ai tout balayé du comptoir et mis dans un sac plus petit. Alors que je prenais ses affaires, ma main a effleuré une bouteille de parfum. C'en était un bon, d'une marque de créateur, mais ce n'était pas mon parfum. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et à côté, caché derrière les serviettes, un petit sweatshirt rose. Ce n'était pas le mien. Il était minuscule. La taille de Brenda. Je suppose. Je suppose que je le savais, quelque part au fond de moi. Les entraînements tard le soir, les séances privées qu'il faisait à son appartement. La façon dont elle évitait mes appels dernièrement. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque. Je m'étais dit qu'il était un soutien. Je m'étais dit qu'elle était juste Brenda. J'ai regardé le sweatshirt. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti cette glace se solidifier jusqu'à l'os. Je l'ai ramassée entre mon pouce et mon index comme si c'était quelque chose de sale. Et je l'ai jeté dans le sac poubelle. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé le vrai travail, la purge numérique. Je me suis connecté à notre compte Wi-Fi. Le mot de passe était Carole Marc pour toujours. Un rire amer m'est monté à la gorge. Il m'a fallu 10 secondes pour le changer. Nouveau mot de passe, le problème de Brenda maintenant 123. Suivant. Netflix. J'ai vu sa petite photo de profil souriante à côté de la mienne. Je suis allé dans les paramètres. Gérer le compte. Se déconnecter de tous les appareils.
Clic fait. Disney+, même chose. Hulu, même chose. HBO Max, tous. Déconnexion. Mot de passe changé. Amazon Prime. Je suis allé dans les paramètres de mon foyer. Il était là. Marque, adulte. J'ai cliqué sur supprimer. Système de sécurité de la maison. Le code pour le désarmer était 0518. Notre anniversaire, le 18 mai. Je suis allé au panneau près de la porte. Bip bip bip. Changer le code. J'ai entré l'anniversaire de ma grand-mère. Un code que seul moi connaîtrais. La salle de sport. Le club chic et cher où il travaillait et où il avait rencontré. Où il avait fait je ne sais quoi avec ma sœur. Je payais son abonnement exécutif pour qu'il puisse utiliser le spa et le salon privé. Je les ai appelés. Bonjour, je dois annuler un abonnement. Oui, marque nom de famille. Oui. Avec effet immédiat. Madame, nous exigeons un préavis de 30 jours pour les annulations. Veuillez vérifier mon dossier, ai-je dit, la voix tranchante. Je suis le titulaire principal du compte. Il est indépendant. J'annule tout mon plan familial. Conformément à mon contrat, je peux le faire avec effet immédiat. Je paierai tous les frais d'annulation applicables. Il ne doit plus être associé à mon compte. La femme à l'autre bout du fil, sentant probablement mon humeur, a juste dit « Oui, madame. Je vais traiter cela pour vous. » Son accès est révoqué à partir de maintenant. Et puis le gros morceau, la carte de crédit conjointe. C'était ma carte, mon compte. J'avais une limite élevée et un excellent taux d'intérêt. Il n'était qu'un utilisateur autorisé, pour les urgences, ce qui, j'en étais venu à réaliser, signifiait des déjeuners dont je n'étais pas au courant et de l'essence pour son camion géant. J'ai appelé la banque. J'ai navigué dans le menu automatisé, ma voix stable. Bonjour, je dois retirer un utilisateur autorisé de mon compte Visa, s'il vous plaît. Certainement, madame. Puis-je avoir le nom de l'utilisateur que vous souhaitez retirer? Marque nom de famille. Le représentant de la banque était poli, efficace. D'accord, madame. À partir de maintenant, cette carte est désactivée et il n'est plus un utilisateur autorisé sur votre compte. Une nouvelle carte avec un nouveau numéro vous sera envoyée par la poste. Veuillez demander à M nom de famille de détruire sa carte. Oh, je suis sûr qu'elle sera refusée s'il essaie de l'utiliser, ai-je dit. C'est exact, madame. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché. L'ensemble du processus, de la montre à la carte de crédit, a pris peut-être 3 heures. Il était 17 heures. J'avais rempli 3 sacs poubelles noirs géants avec absolument tout ce qu'ils possédaient dans ma maison. Je les ai traînés un par un et les ai placés près de la porte d'entrée. Je suis allé dans la cuisine. J'ai fait une tasse de thé, une vraie tasse, pas le café froid. Je me suis assise à table, au même endroit où j'avais pris l'appel. Le soleil se couchait. La maison était silencieuse. Et j'ai attendu. Le soleil s'est couché. La maison est devenue sombre. Les lampadaires se sont allumés, projetant de longues ombres à travers la fenêtre du salon. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste restée assise là, dans le calme, à boire mon thé. J'ai fini une tasse et en ai fait une autre. J'existais simplement dans le silence, en attendant l'acte final. À 18h30 précise, la sonnette a retenti. Je n'ai pas sursauté. Je m'y attendais. J'ai regardé mon téléphone, le flux de la caméra de sécurité que j'avais affiché. Et il était là, Marc. Mais ce n'était pas le Marc confiant, impatient et au sang-froid de l'appel téléphonique de 14 heures. C'était une épave. Il ne pleurait pas. Pas encore. Mais son visage était pâle. Ses cheveux étaient en désordre. Il se tenait sur mon porche, entouré de ses 2 grandes valises, exactement comme je l'avais imaginé. Il a de nouveau sonné, une pression frénétique, pousse, pousse, pousse. J'ai pris une lente gorgée de mon thé. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte, mes pieds silencieux sur le parquet. J'ai allumé la lumière du porche. La lumière soudaine l'a fait plisser les yeux et reculer. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Cette petite chaîne en laiton. Elle me semblait être la chose la plus forte au monde en ce moment.
Ce morceau de métal de 3 pouces de long. Il m'a regardé à travers l'ouverture. Ses yeux étaient grands, confus. Carole. Marc, ai-je dit, ma voix calme. Carole, s'il te plaît, dit-il, sa voix commençant à se briser. Il a repoussé ses cheveux, un geste nerveux que j'avais autrefois trouvé attachant. Nous devons parler, pour de vrai cette fois. Nous avons parlé à 14 heures, ai-je dit. Tu as été très clair. Tu emménages avec Brenda. Vous attendez un bébé. Je pensais que tu y serais déjà. Non, tu ne comprends pas, dit-il, et sa voix devenait plus aiguë. Il commençait à paniquer. Il a poussé la porte, mais la chaîne a tenu bon. Brenda, elle. Brenda m'a mis dehors. Je l'ai juste regardée. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle m'a mis dehors. Carole, je suis allé à son appartement avec mes affaires et elle. Elle m'a dit de partir. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Pourquoi ma sœur mettrait-elle dehors le père de son bébé? L'homme avec qui elle emménage? L'homme qu'elle aime? C'est compliqué, a-t-il balbutié. Il n'arrêtait pas de regarder autour de lui, par-dessus son épaule, comme s'il avait peur que les voisins écoutent. Tant mieux. J'espérais qu'il le faisait. Elle a dit. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Qu'elle devait tout digérer. Elle a dit qu'elle n'était pas prête à ce que j'emménage tout de suite. Le droit acquis. C'est le mot qui n'arrêtait pas de clignoter dans mon esprit. Le droit acquis absolu, stupéfiant, a coupé le souffle. Il avait fait exploser ma vie, notre avenir, nos fiançailles, ma relation avec ma propre sœur. Et il s'attendait à ce que Brenda prenne simplement le relais en douceur, qu'elle fournisse la maison, la stabilité, le soutien. Et quand ça a échoué, même pas 6 heures après avoir ruiné ma vie, il était de retour sur mon paillasson avec ses valises, s'attendant à ce que je sois le plan de secours. Je l'ai juste fixé. Le silence s'est étiré. Ça ressemble à un problème pour Brenda, Marc, ai-je dit, ma voix toujours basse, toujours calme. Pas un problème pour Carole. Son visage s'est tout simplement décomposé. C'était le moment. C'était le moment où il a réalisé que le filet de sécurité avait disparu. Carole, tu ne comprends pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas simplement me couper les ponts comme ça. Te couper les ponts, ai-je demandé comme si je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire. Mon téléphone, dit-il en le sortant et en l'agitant. Le Wi-Fi. Je ne peux pas me connecter au Wi-Fi. Il dit que le mot de passe est incorrect. J'ai essayé de payer une chambre d'hôtel et la carte de crédit a été refusée. La carte d'urgence, Carole, elle a été refusée. Et j'ai essayé d'aller à la salle de sport pour prendre une douche. Pour m'organiser et mon abonnement est annulé. Que as-tu fait? Sa voix était un cri maintenant. C'était un homme de 31 ans en pleine crise de colère sur mon porche. J'ai accepté ta décision, Marc, ai-je dit, ma voix égale. Tu as dit que tu emménageais avec Brenda. Cela signifie que tu es sa responsabilité maintenant. Toutes ces choses, le Wi-Fi dans cette maison, la carte de crédit sur mon compte, l'abonnement à la salle de sport que je payais, ce sont mes affaires. Et tu n'es plus avec moi. Tu es avec Brenda, tu te souviens? Mais ce n'est pas juste, a-t-il crié. La panique était réelle. Je pouvais la sentir. S'il te plaît, Carole, a-t-il supplié, et tout son comportement a changé. La colère s'est évaporée, remplacée par une supplication désespérée et laide. Sa voix est tombée à un murmure. S'il te plaît, juste pour ce soir. Laisse-moi juste entrer pour ce soir. Jusqu'à ce que je puisse. Jusqu'à ce que je puisse m'organiser, je dormirai sur le canapé. S'il te plaît, Carole, il fait froid dehors. Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais prévu d'épouser. Cet homme que j'avais aimé. J'ai regardé son stupide visage paniqué. J'ai pensé à ma robe de mariée suspendue à l'étage dans le noir. J'ai pensé à ma sœur, ma propre sœur, portant son enfant. Non. Quoi, a-t-il murmuré. Non, Marc. Tu as fait ton choix ce matin à 14 heures. Tu as choisi Brenda. Tu as choisi son bébé.
tu as choisi de mettre fin à notre vie ensemble. Je respecte ce choix. Tu n'entreras pas. Pas ce soir. Jamais. Son visage est passé de désespéré à en colère en un clin d'œil. C'est de la folie. C'est cruel. Tu me punis d'avoir été honnête avec toi. Je ne te punis pas, ai-je dit, et j'ai commencé à pousser la porte pour la fermer. J'accepte ta décision. Tu voulais une vie différente avec Brenda. Va la construire. Mais je n'ai nulle part où aller, a-t-il hurlé et il a posé sa main sur la porte pour m'arrêter. J'ai regardé sa main. J'ai juste fixé sa main, là, dans l'entrebâillement, jusqu'à ce qu'il la retire lentement, avec incertitude. Tu as Brenda, ai-je dit. Tu as ta famille. Tu as tes amis. Débrouille-toi. J'ai fermé la porte. J'ai entendu le bruit sourd et solide du bois heurtant le cadre. Et j'ai tourné le pêne dormant. Le clic a été le son le plus fort et le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Le silence fut instantané. Et puis les coups ont commencé. Carole. Carole. Ouvre cette porte. Tu ne peux pas me faire ça. Je sais que tu es là. Il a cogné et crié pendant environ 10 minutes. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, de mon côté de la porte, à respirer. Puis je suis retourné à la cuisine, je me suis assise et j'ai pris ma tasse de thé froid. J'ai affiché le flux de ma caméra de sécurité sur mon téléphone, la caméra de vision nocturne haute définition que j'avais fait installer. Je l'ai regardé pleurer, crier, supplier un morceau de bois. Finalement, il a donné un coup de pied dans l'une de ses valises. Il l'a vraiment frappé. Puis il s'est simplement dégonflé. Il est resté là longtemps, juste à respirer. Ses épaules affaissées. Puis il a ramassé ses 2 valises, une dans chaque main, et il est parti. Le long du chemin de briques, le long de l'allée, et dans la rue sous le lampadaire. Un homme avec 2 sacs et nulle part où aller. Je l'ai regardé partir jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Le silence qui est revenu était. Il était paisible. C'était mon silence, dans ma maison. Je suis allé à la porte d'entrée. J'ai décroché la chaîne. J'ai tourné le pêne dormant. J'ai ouvert la porte juste une fente. J'ai attrapé ces 3 grands sacs poubelles noirs de ses affaires et je les ai poussés sur le porche. Puis j'ai fermé la porte, les verrouillé et j'ai remis la chaîne. Je suis monté. J'ai pris une très longue et très chaude douche et je me suis mis au lit. J'ai dormi 10 heures d'affilée. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon. Les retombées, comme on dit, ont commencé presque immédiatement. Je me suis réveillé le vendredi matin avec 14 appels manqués et 22 messages textes. Tous de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai bloqué le numéro de Marc immédiatement après qu'il ait quitté mon Porsche, mais il devenait créatif. Il utilisait clairement ses applications jetables, TextNow, des choses comme ça. Je me suis assise dans mon lit, mon café sur la table de nuit, et je les ai lus. C'était comme regarder un accident de train au ralenti. Les premiers, datant d'environ 23 heures le jeudi soir, étaient en colère. Tu es un monstre, Carole. Je n'arrive pas à croire que tu me ferais ça. Puis, au fil de la nuit, la colère a laissé place à la panique. À 1 heure du matin, Carole, s'il te plaît. Je suis dans un motel 6. C'est dégoûtant. J'ai dû utiliser le reste de mon argent liquide pour la caution. Je ne peux pas me le permettre. S'il te plaît, débloque la carte. À 2h30 du matin, j'ai fait une énorme erreur. Une terrible et stupide erreur. Brenda n'est pas celle que je pensais. Elle est folle. S'il te plaît, parle-moi. À 4h du matin, s'il te plaît. Carole, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai nulle part où aller. Appelle-moi, s'il te plaît. J'ai lu chacun d'entre eux. J'ai fait des captures d'écran de tous, juste au cas où, pour mon ami avocat. Puis j'ai bloqué chaque numéro, un par un. Je n'ai répondu à aucun message. Je me suis levé, me suis habillé et je suis allé travailler. J'avais une présentation importante. Je n'allais pas laisser ce gâchis faire dérailler ma carrière. Je suis entré dans mon bureau à 8h30, comme n'importe quel autre vendredi. Mon assistante, une jeune femme adorable nommée Chloé, m'a regardé avec de grands yeux. Ça va, Carole? Vous avez l'air un peu fatiguée. Juste une longue nuit, Chloé,
ai-je dit en forçant un sourire. Ne me passez aucun appel, sauf si c'est le PDG. J'ai essayé de travailler. Vraiment. J'ai regardé des feuilles de calcul, des maquettes de marketing, mais mon esprit était ailleurs. Je faisais juste les gestes, fonctionnant à l'adrénaline et à la caféine. À 9h30, l'interphone de mon bureau a sonné. Carole, je sais que vous avez dit de ne pas prendre vos appels, mais il y a un case sur la ligne 2. Il dit que c'est une urgence familiale. Case, le frère aîné de Marc. Les sbires étaient arrivés. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai décroché mon téléphone de bureau. C'est Carole. Carole, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'a même pas dit bonjour. Sa voix était tonitruante. Marc est dévasté. C'est une épave complète. Il m'a appelé toute la nuit, en pleurant à chaudes larmes. Il est pratiquement sans abri. J'ai gardé ma voix très calme, très professionnelle. J'ai imaginé la porte de mon bureau fermée. J'ai imaginé mon écran de veille. Case, bonjour à toi aussi. Ton frère m'a informé hier après-midi qu'il mettait fin à nos fiançailles, emménageait avec ma sœur et attendait un bébé avec elle. J'ai respecté sa décision. Il a fait une erreur, a crié Case. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas, une stupide erreur. Cette fille, elle est folle. Il m'a dit qu'elle l'avait juste utilisée et jetée. Tu ne peux pas simplement l'abandonner. C'est très malheureux pour Marc, ai-je dit en cliquant sur mon stylo. Clic, clic, clic. Mais ce n'est pas mon problème à résoudre. C'est un homme de 31 ans qui a pris une décision d'adulte. Il a besoin d'aide. Il n'a nulle part où aller. C'est ton fiancé. C'était mon fiancé, Case, les jeux corrigés, ma voix devenant glaciale. Il a mis fin à cela. Il a une famille. Il t'atoie. Il a des amis. Il a Brenda, qui est la mère de son enfant. Brenda ne veut rien savoir de lui. Elle l'a mis dehors, Carole. Elle ne répond même plus à ses appels. Encore une fois, Case, ce n'est pas mon problème. Il l'a choisi. Il a choisi ça. Je ne suis pas et je ne serai pas son plan de secours. S'il te plaît, n'appelle plus mon lieu de travail. J'ai raccroché. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je l'ai juste reposé doucement sur son socle. J'ai dit à Chloé de bloquer ce numéro aussi. J'ai essayé de travailler. Vraiment. J'ai regardé la même feuille de calcul pendant 1 heure. J'ai assisté à une réunion marketing en hochant simplement la tête, sans entendre un mot. Mon esprit était ailleurs. Puis, à l'heure du déjeuner, mon téléphone portable a sonné. Un numéro inconnu, mais un indicatif régional local. Mon estomac s'est noué. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, un texto est apparu. Carole Jennings, tu décroches ce téléphone tout de suite. C'est ta mère. Oh mon Dieu. C'était celui-là. C'était l'appel que je redoutais. Mes mains ont commencé à trembler, juste un peu. C'était pire que Case. C'était ma mère. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis sorti du bureau, je suis allé au petit parc en face et je l'ai rappelé. Elle a décroché à la première sonnerie. Carole Jennings. J'ai tellement honte de toi. Je pourrais en mourir. Mon cœur. Il a sombré. Il s'est brisé. Maman, de quoi tu parles? Ta sœur. Ta pauvre sœur. Et ce pauvre homme, Marc. Tu as jeté ce pauvre homme à la rue comme un déchet. Brenda est dévastée. Elle est hystérique. La glace était de retour. Le choc et la douleur se sont durcis instantanément. Maman, que je sois très, très clair. Marc m'a appelé hier. Il a annoncé qu'il me quittait pour Brenda. Il a annoncé qu'ils attendaient un bébé. Je ne l'ai pas mis dehors. Il est parti. Mais il a changé d'avis. A-t-elle gémi. Et je pouvais entendre les vraies larmes dans sa voix. Il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Et Brenda. Brenda l'a réalisé aussi. Elle est enceinte, Carole. Elle a peur. C'est mon bébé. Non, maman, ai-je dit, ma voix se durcissant. Il n'a pas changé d'avis.
Il a réalisé que Brenda n'allait pas le soutenir comme je le faisais. Et Brenda, eh bien, je ne sais pas ce que Brenda a réalisé, mais ça, ce n'est pas changer d'avis. C'est faire face aux conséquences. Elle a besoin de stabilité en ce moment. C'est ta sœur. Elle porte un enfant, ton propre neveu ou nièce. C'est l'enfant de Marc, maman, ai-je dit, la voix plate. C'est la responsabilité de Marc. Et de Brenda. Tu es sans cœur, a-t-elle sangloté. C'est ta sœur. Ta petite sœur. Comment peux-tu être si cruel? Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Et elle a choisi de coucher avec mon fiancé, ai-je dit, la voix plate. Elle a choisi de tomber enceinte de lui. Je suis pragmatique. Ta fille a fait un choix. Je respecte ce choix. Je dois y aller, maman. Je suis au travail. J'ai raccroché. Celui-là a fait mal. Celui-là a vraiment, vraiment fait mal. Je me suis assise sur ce banc de parc dans mon beau tailleur de travail et je me suis laissé pleurer pendant environ 5 minutes. J'ai pleuré pour ma mère, pour ma sœur, pour la famille que je pensais avoir, celle qui, je pensais, me soutiendrait. Puis j'ai épongé mes yeux avec une serviette en papier. Je me suis lavé le visage dans les toilettes publiques. J'ai réappliqué mon mascara. J'ai remis mon masque professionnel et je suis retourné à mon bureau. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'une amie commune, Sarah. Quelqu'un qui n'était pas de la famille. Quelqu'un qui était mon ami, pas notre ami. Carole, dit-elle, la voix hésitante. Salut, est-ce que tu vas bien? J'ai entendu. Des rumeurs assez folles. Elles sont probablement vraies, ai-je dit. J'étais à la maison, en train de me verser un très, très grand verre de vin. Marc me quitte pour Brenda. Ils attendent un bébé. Oh mon Dieu, Carole, je suis tellement désolé. Je ne sais même pas quoi dire. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle que j'ai entendue. J'ai arrêté mon verre de vin à mi-chemin de ma bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui pourrait bien être plus fou que ça? La vraie raison pour laquelle Brenda l'a mis dehors, dit Sarah, et sa voix baissa à un murmure de commère. Tu ne vas jamais le croire. Gary l'a découvert. Je suis resté là. Gary? Qui est Gary? Son mari, Carole. Je suis juste. Je suis resté là. Je pense que j'ai arrêté de respirer. Son. Quoi? Mari? Brenda n'est pas mariée. Je le saurais. Je suis sa sœur. J'aurais été au mariage. Apparemment non, dit Sarah. Elle est secrètement mariée depuis 6 mois à ce type, Gary. Un gars de l'informatique, je crois. Apparemment, il a de l'argent. Genre, du vrai argent. Il paie son appartement, sa voiture, tout. Elle a menti à tout le monde, à toi, à tes parents, et à Marc. J'ai donc essayé de reconstituer le puzzle. Marc. Marc était l'amant. On dirait bien, dit Sarah. Et Gary vient de découvrir la liaison et la grossesse. Et il a pété les plombs. Il l'a mise à la porte de l'appartement qu'il payait. Et Brenda, pour essayer de sauver son mariage, de sauver son gagne-pain, elle a immédiatement coupé tout contact avec Marc. Elle lui a dit que c'était fini. Qu'il était une erreur. Et elle l'a mis dehors. C'est pour ça qu'il a atterri sur ton Porsche. Je me suis assise lourdement. Ma sœur, ma petite sœur, était mariée, secrètement mariée à un homme riche, et trompait son nouveau mari riche avec mon fiancé et était tombée enceinte. Et quand elle s'est fait prendre, elle a essayé de larguer le fiancé pour sauver le mari. Et quand ça a explosé, il est revenu en courant vers moi. Je n'avais pas seulement perdu un fiancé. J'avais perdu une sœur que je n'avais même jamais vraiment connue. J'avais été une idiote. Mais Marc en était un plus grand encore. Il pensait monter en gamme. Il n'était que l'amant secondaire. Les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. J'ai reçu un appel du concessionnaire Ford le samedi. Le directeur du leasing. Madame Jennings, je vous appelle juste pour faire le suivi. M. nom de famille était ici ce matin. Il a essayé de se requalifier pour le bail du F-150. Et, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Et le directeur a soupiré.
Sa demande a été spectaculairement refusée. Son ratio dette-revenu n'est pas bon et son crédit est. Eh bien. Il était très contrarié. Il a été informé qu'il a jusqu'à la fin du mois pour restituer le véhicule où nous entamerons les procédures de saisie. Merci de m'en avoir informé, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai passé le reste du week-end à nettoyer. Pas seulement ses affaires à elle. Les choses qu'elle avait laissées ici au fil des ans. De vieux pulls, des livres, des photos de nos enfants. J'ai tout mis dans des boîtes. J'ai étiqueté clairement, affaire de Brenda, affaire de Marc. J'ai mis les boîtes dans le garage. S'ils les veulent, ils peuvent organiser un ramassage. Je ne livre rien. La maison est différente maintenant. Plus calme, mais dans le bon sens. Je peux respirer. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de me demander à qui il envoie des textos. Plus besoin de payer pour des séances de sport avec l'amant secret de ma sœur. Plus besoin de subventionner un style de vie pour deux personnes qui prévoyaient de me trahir. C'est juste. Propre. Une semaine. Cela faisait exactement une semaine depuis l'appel téléphonique qui avait tout changé. Le choc initial, le deuil, la colère, tout s'était calmé. Ça s'était refroidi, durci en une sorte de résolution froide et dure. J'avais traversé les étapes du deuil à la vitesse de l'éclair et j'avais atterri fermement dans. Eh bien, je suppose qu'on pourrait appeler ça l'étape administrative. Et le sentiment de droit, mon Dieu, le sentiment de droit de Marc et de ma famille avait atteint des sommets nouveaux, spectaculaires, presque comiques. Lundi matin, j'ai reçu une lettre. J'étais au travail, essayant de rattraper tout ce que j'avais ignoré le vendredi. Mon assistante, Chloé, a frappé à ma porte. Carole, c'est bizarre. Une lettre recommandée vient d'être livrée pour vous, d'un certain Marc nom de famille. Elle avait l'air confuse. J'ai juste hoché la tête. Merci, Chloé. J'ai pris la lettre. Recommandée. Il avait dépensé son précieux argent liquide pour une lettre recommandée. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Je me suis assise à mon bureau. J'ai utilisé mon joli coupe-papier en argent pour l'ouvrir. C'était de Marc. 3 pages manuscrites sur ce papier de bloc-notes juridique jaune et bon marché qui crépite. Il devait l'avoir acheté à la boutique de souvenirs du motel. C'était un chef-d'œuvre d'apitoiement sur soi-même. Il écrivait, avec cette écriture en boucle et frénétique, comment je l'avais abandonné dans son heure la plus sombre. Comment il était perdu et confus et que moi, sa partenaire, son roc, son âme sœur, je l'avais jeté au loup sans une seconde pensée. Il décrivait en détail comment Brenda l'avait manipulé, comment elle lui avait menti et l'avait trompé, comment son horrible secret était la preuve qu'il était la vraie victime dans tout ça. Il n'a jamais mentionné, bien sûr, qu'il me trompait avec elle. Cette partie était simplement omise. C'était 3 pages de drame, d'excuses, de reproches et de grammaire terrible. Mais le clou du spectacle, le truc absolument incroyable, vous vous moquez de moi, c'était le dernier paragraphe. Il a écrit, et je cite ceci exactement, j'ai gardé la lettre, je sais que tu es blessé, mais je suis blessé aussi. Cela a été un traumatisme pour moi. J'exige que tu paies mes frais d'hôtel jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied et trouver un nouvel endroit. Et je suggère fortement que nous trouvions un bon conseiller conjugal pour que nous puissions surmonter cette trahison. Cette trahison. Ma trahison. Il m'a trompé. Il a mis ma sœur enceinte. Il a annoncé qu'il me quittait pour elle. Et je l'ai trahi en ne continuant pas de payer ses factures. J'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était ce gloussement sauvage, légèrement déséquilibré, qui a jailli de ma poitrine. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage. J'ai pris la lettre. J'avais un déjeuner prévu avec mon ami Tom. Tom est avocat. Un bon. Un requin. Nous ne nous voyons pas pour ça. Juste pour prendre des nouvelles. Je lui ai montré. Il l'a lu. Ses yeux se sont agrandis. Il l'a relu. Il est arrivé au dernier paragraphe et il a ri si fort qu'il a failli s'étouffer avec son sandwich. Attends, a-t-il bafouillé, en s'essuyant les yeux. Le type qui a mis ta sœur mariée enceinte veut que tu paies sa note de motel 6 et il veut une thérapie pour surmonter ta trahison. Apparemment, ai-je dit en sirotant mon thé glacé. Je suis censé être son filet de sécurité.
J'ai violé les termes de notre contrat social non écrit, je suppose. Tom est redevenu sérieux une seconde. Il a plié la lettre. Garde ça, Carole. Garde les enveloppes. Garde les captures d'écran de ces textos. S'il dégénère, s'il essaie de réclamer une quelconque pension alimentaire de conjoint de fait ou de prétendre qu'il a vécu assez longtemps dans ta maison pour avoir des droits, cette lettre montre son état d'esprit plus clairement que n'importe quoi. Ça, c'est de l'or. C'est ce que nous, les avocats, appelons un cadeau. Mardi. La réalité financière a dû le frapper encore plus durement. J'ai reçu un appel de ma banque. Un appel automatisé cette fois. Madame Jennings. C'est le service automatisé de prévention de la fraude de votre banque. Nous avons détecté plusieurs tentatives suspectes et refusé d'utiliser une carte de crédit associée à votre compte au cours des dernières 24 heures. Je savais exactement ce que c'était. J'ai appuyé sur un pour parler à un agent. Bonjour, Madame Jennings, a dit l'agent. Nous avons constaté plusieurs tentatives d'utilisation d'une carte se terminant par 4288 dans une supérette, un magasin d'alcool et sur un site web appelé nom du site. Pouvez-vous confirmer ces transactions? Je peux confirmer que ce ne sont pas mes transactions, ai-je dit. Cette carte appartenait à un ancien utilisateur autorisé, marque nom de famille, que j'ai retiré de mon compte jeudi dernier. Veuillez confirmer que la carte est définitivement désactivée. Oui, madame. Elle l'est. Les tentatives ont toutes été refusées. Nous allons noter le dossier. Il essayait juste la carte encore et encore dans un magasin d'alcool, espérant juste qu'elle fonctionnerait par magie. Le désespoir était pathétique. Mercredi a apporté l'intervention familiale. Je travaillais de la maison. J'étais en conférence téléphonique. Ma caméra de sécurité a fait vibrer mon téléphone. J'ai regardé. C'étaient mes parents, Linda et Roger. Ma mère et mon père, à l'improviste, debout sur mon porche, l'air sombre. Mon cœur a sombré. Ça n'allait pas être bon. Je me suis excusé de mon appel, j'ai mis mon ordinateur portable en sourdine et je suis allé à la porte. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas appelé. Nous devons parler, Carole, a dit ma mère, et elle m'a poussé pour entrer dans le hall. Elle n'était pas de bonne humeur. Mon père a suivi, me lançant un regard triste et désolé. Il avait l'air fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, bien que je le sache. Ta sœur, a commencé mon père. Il a toujours été le pacificateur. Il a posé son chapeau sur ma console d'entrée. Carole, ta sœur, elle a fait une terrible erreur. Une horrible, stupide erreur qui a ruiné sa vie. Mais tu ne peux pas simplement lui couper les ponts complètement. Papa, ai-je dit en croisant les bras. Elle n'a pas fait une erreur. Elle a pris une décision d'adulte calculée de coucher avec mon fiancé pendant des mois. Elle a pris la décision de tomber enceinte. Elle a pris la décision de mentir à son mari. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Son mari, ce Gary, a dit mon père en se frottant le visage. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans. Il demande le divorce. C'est compliqué, Carole. C'est un homme riche. Il a des avocats. Il gèle tous ses comptes, ses cartes de crédit, celles qu'il payait. Il a repris la voiture qu'il lui louait. Elle n'a rien, Carole. Absolument rien. Donc, elle goûte à ce qu'elle et Marc avaient prévu pour moi, ai-je dit. La ruine financière. Carole, a claqué ma mère. C'est ta sœur. Elle vit dans son ancienne chambre d'enfant. Elle est enceinte. Elle a peur et elle n'a rien. Elle est enceinte du bébé de Marc, ai-je dit, ma voix comme de l'acier. Le bébé de Marc. Le soutien de Marc ou votre soutien. Vous êtes ses parents, pas les miens. Je ne suis plus le filet de sécurité de cette famille. Tu dois l'aider, a pleuré ma mère. Et les vraies larmes sont venues. C'est ta famille. Nous ne t'avons pas élevé pour être aussi froide, aussi mercenaire. Que diront les gens? Que diront nos amis quand ils découvriront que tu as abandonné ta sœur enceinte? Que diront-ils? J'étais en train de trembler maintenant, mais de colère. Que diront-ils quand je leur dirai que mon fiancé et ma sœur ont planifié une nouvelle vie ensemble dans mon dos? Que diront-ils quand je leur dirai que la seule raison pour laquelle ça a échoué, c'est parce que son mari l'a découvert?
Pas parce qu'ils se sentaient coupables. Pas parce qu'ils ont avoué. Parce qu'ils se sont fait prendre. Ma mère m'a juste regardé, sans voix. Écoute, a dit mon père en essayant à nouveau. Nous savons qu'elle a tout gâché. Mais il n'y a pas de mais, papa, je l'ai interrompu. Il n'y a pas de mais ici. Elle a choisi Marc. Elle a choisi ça. Je respecte ce choix. Elle a pris des décisions d'adulte. Ce sont des conséquences d'adulte. Je ne vais pas m'immoler par le feu pour la garder au chaud. Plus maintenant. Ils ont essayé pendant encore 20 minutes. Ils ont passé en revue toutes les tactiques possibles. La culpabilité, la logique, et finalement les menaces. Je suis resté là. Je les ai laissés tout dire. Et quand ils ont eu fini, j'ai dit, je vous aime tous les deux. Mais c'est ma maison et c'est ma décision. La discussion est terminée. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je suis resté là, la tenant ouverte. Ma mère a éclaté en sanglots, un vrai sanglot, et est sortie en courant. Mon père. Il m'a juste regardé. Il avait l'air si triste. C'est ta sœur, Carole, a-t-il murmuré. Non, papa, ai-je dit. Elle ne l'est plus. Plus maintenant. Il a mis son chapeau et il est parti. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'étais pratiquement seul. Ma propre famille choisissait de permettre à la tricheuse, à la menteuse, parce qu'elle était en difficulté, plutôt que de soutenir celle qui avait été trahie. C'était un moment solitaire, terrible et clarifiant. Jeudi, c'est là que les choses sont devenues vraiment pathétiques. J'ai un petit café où je vais. C'est mon endroit. C'est calme. Ce n'est pas une chaîne. Ils ont de superbes scones. Et la propriétaire, Maria, connaît ma commande. C'est mon refuge. J'étais là, à travailler sur mon ordinateur portable, essayant de lire un chapitre d'un livre, essayant de me sentir normal. Je sirotais mon latte, et j'ai senti une ombre tomber sur ma table. J'ai levé les yeux. C'était Marc. Je ne l'avais pas vu depuis qu'il était une épave hurlante et pleurante sur mon porche. Il avait l'air affreux. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis une semaine. Il ne s'était pas rasé. Ses vêtements étaient froissés, les mêmes qu'il portait cette nuit-là. Il avait l'air maigre, épuisé et désespéré. Carole, a-t-il murmuré. Il s'est simplement glissé dans la banquette en face de moi. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fixé, ma tasse de latte à mi-chemin de ma bouche. Carole, s'il te plaît. Écoute-moi juste. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît. Il a regardé autour de lui. Maria, la propriétaire, nous observait, les bras croisés. J'ai regardé ma montre. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon latte. Tu as 3 minutes, ai-je dit. Le chronomètre tourne. Ses yeux se sont illuminés, juste un peu. Comme s'il avait gagné quelque chose. D'accord. D'accord. Merci. Écoute. Il s'est penché, sa voix un murmure rauque. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé. J'ai été stupide. J'ai été si stupide. Mais Brenda, elle m'a menti. Carole, elle m'a menti surtout. Je l'ai juste fixée. Elle est mariée, dit-il, la voix brisée. Mariée? Tu peux le croire? Elle ne me l'a jamais dit. Pas une seule fois. Elle se servait juste de moi. Je pense. Je pense qu'elle se servait juste de moi pour tomber enceinte, pour piéger son mari. Peut-être qu'elle n'a jamais eu l'intention de le quitter pour moi. C'est un monstre. L'ironie. L'ironie absolument délicieuse et amère. Il était assis là, se plaignant à moi que sa partenaire d'adultère lui avait menti. J'ai de nouveau regardé ma montre. 1 minute. Tu me manques, dit-il, et il a fait l'erreur de tendre la main sur la table pour prendre la mienne. Je l'ai retirée si vite que j'ai failli renverser mon latte. Nous me manquons, dit-il, les yeux humides de larmes. Vrai ou fausse, je ne savais pas. Je m'en fichais. Toute cette histoire était un cauchemar. Une erreur. Je sais que nous pouvons surmonter ça. Je t'aime,
Carole. Je t'ai toujours aimé. Je sais que tu m'aimes encore. Donne-moi juste une chance. Laisse-moi rentrer à la maison. Je me rattraperai, je le jure. J'ai fini mon latte. J'ai posé la tasse en céramique sur la soucoupe très délibérément. Elle a fait un léger tintement. C'est fini, Marc. Je suis sorti de la banquette. Il s'est précipité pour se lever, se cognant le genou contre la table. Marc, ai-je dit, et ma voix était basse, mais elle était claire, et elle a percé le léger bourdonnement du café. Je pense que tout le monde, y compris Maria, s'est arrêté pour écouter. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi de me tromper avec ma propre sœur pendant 4 mois. Tu as choisi de la mettre enceinte. Tu as choisi de m'appeler et de mettre fin à nos fiançailles. Le fait qu'elle se soit avérée être une menteuse encore plus grande que toi, le fait que son mari l'ait découvert et qu'elle t'ait jeté à la rue, ça ne change rien à tes choix. Mais je t'aime, a-t-il plaidé, et sa voix devenait forte. Non, ai-je dit, et j'ai enfilé mon manteau. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je fournissais. Tu aimes ma stabilité. Tu aimes ma sécurité financière. Tu aimes ma maison. Tu aimes que j'ai payé pour ton camion et ton abonnement à la salle de sport et ton gel pour les cheveux chers. Tu aimes que j'ai un bon salaire et un bon crédit. Brenda et son mari riche offraient de l'excitation, une promotion, et tu l'as prise. Tu as parié, mais ça t'a explosé au visage. Maintenant tu veux récupérer ton filet de sécurité. Tu me veux moi. Ce n'est pas vrai, a-t-il crié. Les gens regardaient vraiment maintenant. Ah oui, ai-je dit en mettant mon sac à main sur mon épaule. Tu as annoncé que tu attendais le bébé de ma sœur et que tu emménageais avec elle. Tout ce que j'ai fait après ça, c'était juste accepter ta réalité. Si le mari de Brenda avait été heureux de te laisser entrer, tu serais heureux en ménage avec elle dans son manoir en ce moment, et je ne serais rien de plus qu'un chèque annulé. Nous le savons tous les deux. Il m'a juste regardé, la bouche ouverte. Il n'avait rien. Aucune réponse. J'ai attrapé mon livre. Trouve-toi un autre café, Marc. Celui-ci est à moi. Je suis allé au comptoir, j'ai laissé un billet de 10 $. Pour mon latte, Maria, et pour le spectacle. Elle a juste hoché la tête, un petit sourire féroce sur le visage. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Et en regardant dans mon rétroviseur, je l'ai vu, juste debout sur le trottoir, me regardant partir. Et pour la première fois, je me suis senti libre. Je me suis vraiment, vraiment senti libre. Si vous écoutez toujours ceci, si vous avez été ici avec moi à travers tout ce gâchis, et si vous êtes arrivé à ce moment dans le café, si vous étiez là avec moi quand j'ai franchi cette porte, eh bien, tout d'abord, merci. Ça signifie beaucoup. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, faites-moi une énorme faveur et cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment. Et après ça, commentez simplement avec le chiffre ainsi dessous. Ça me fait savoir que vous êtes réel. Que vous êtes là. Ça me fait savoir que vous êtes incroyable et que vous êtes dans ce voyage avec moi. Votre soutien, même le simple fait de savoir que vous écoutez, est un énorme, énorme encouragement. Ça m'aide vraiment à continuer. Alors, commentez simplement avec le chiffre 1 pour que je puisse vous voir. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous raconter le reste de l'histoire. Donc, après ce jour au café, je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai bloqué ses nouveaux numéros. J'ai mis en place un filtre sur mon email pour envoyer tout ce qui venait de lui, de ma sœur ou de mes parents directement dans un dossier drame familial. Non lu. J'en avais fini. J'en avais juste fini. Mais vous savez, dans une ville de cette taille, on entend toujours des choses. On ne peut pas s'en empêcher. Le bouche à oreille. Il est puissant. Les conséquences immédiates, elles étaient aussi prévisibles que vous pouvez l'imaginer. La situation de Marc a rapidement dégénéré. Il s'avère que dormir dans un Ford F-150 dont on ne peut pas payer les mensualités n'est pas un plan de vie très durable, surtout que les nuits devenaient plus froides. Il a tenu environ une semaine de plus après notre discussion au café. Puis le camion a été saisi. Je le sais parce que je suis passé en voiture devant le parking de la Fourrière en allant faire mes courses environ 2 semaines plus tard et il était là,
son gros camion noir de prestige, garé dans la dernière rangée, couvert de poussière avec un gros autocollant de saisie orange sur la vitre. Je mentirais si je disais que je n'ai pas souri. Après ça, sans camion, sans argent, sans abonnement à la salle de sport et sans fiancé pour le tirer d'affaire, il a dû passer l'appel ultime. Il a dû appeler ses parents. Il a 31 ans. Il est retourné vivre dans sa chambre d'enfant dans la maison de ses parents, avec son frère Case, celui qui m'avait crié dessus, juste au bout du couloir. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être humiliant. Et Brenda. Oh, Brenda, ma sœur. Sa vie. Elle a implosé d'une manière beaucoup plus spectaculaire et franchement coûteuse. Son mari Gary n'était pas du genre à pardonner. Comme je l'avais entendu, il a demandé le divorce immédiatement. Et parce qu'elle avait menti, parce qu'elle avait triché, parce que le mariage datait à peine de 6 mois, et parce qu'il avait un très bon avocat en divorce, il se battait contre elle surtout. Il plaidait apparemment au tribunal que le mariage était frauduleux depuis le début, qu'elle l'avait épousé sous de faux prétextes. C'était un homme riche, et il utilisait cette richesse pour... Eh bien, pour l'écraser. Il a gelé tous leurs comptes joints. Il a repris le petit cabriolet Mercedes qu'il lui louait. Il l'a mise à la porte de l'appartement de luxe qu'il payait. Brenda, enceinte, sans mari, sans fiancé et sans argent propre, a dû faire la seule chose qu'elle redoutait probablement plus que tout. Elle a dû retourner vivre chez mes parents. De retour dans son ancienne chambre d'enfant avec les posters de boys bands encore sur les murs. D'après ce que tante Patty m'a dit, ça a été un désastre complet. Brenda s'attendait apparemment à ce que mes parents, eh bien, lui fournissent le style de vie que son mari Gary lui avait fourni. Elle s'attendait à être servie. Elle s'attendait à faire du shopping, à manger au restaurant, à avoir un budget de divertissement. Au lieu de ça, elle a eu le gîte et le couvert de base et des leçons de morale. Beaucoup de leçons de morale. Mes parents, apparemment, bien qu'ils la défendent auprès de moi, ne sont pas contents d'elle. Ils sont furieux de la honte qu'elle a jetée sur la famille. Ils sont terrifiés par le scandale du divorce. Donc, Brenda est enceinte, fauchée et prisonnière dans sa chambre d'adolescente. Elle et Mark, les deux personnes qui étaient censées être si amoureuses, les deux qui attendaient un bébé ensemble, vivaient maintenant tous les deux chez leurs parents, à des extrémités opposées de la ville, tous les deux fauchés et tous les deux, d'après ce que j'entends, absolument misérables. La grossesse, bien sûr, a juste tout compliqué davantage. C'est la partie qui devient juste compliquée. Le mari de Brenda, Gary, dans son désespoir de gagner le divorce et de ne pas lui verser un seul centime de pension alimentaire, a apparemment trouvé une nouvelle théorie juridique. Il a affirmé que Brenda mentait sur la paternité de l'enfant. Il pensait qu'elle essayait de le piéger, que le bébé était le sien. Il pensait qu'elle lui avait juste dit que c'était celui de Mark pour, je ne sais pas, le rendre jaloux. Son avocat, le requin, a immédiatement déposé une requête pour obliger à un test ADN prénatal. Brenda a dû accepter. Mark a dû accepter. C'était tout un imbroglio juridique. Les résultats sont revenus il y a environ 6 semaines. C'était bien l'enfant de Mark. Donc, on pourrait penser, d'accord, peut-être que maintenant ils vont. Quoi? Faire équipe? Essayer d'être des parents? Non, bien sûr que non. Ce serait la chose saine et adulte à faire. La réponse de Brenda n'a pas été de s'accrocher à Mark. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il était fauché. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait pas de travail. C'était un perdant. Il ne lui servait à rien. Mais Mark, oh, Mark, il a vu un angle. Il a pris son propre avocat. Avec quel argent, je n'en ai aucune idée. Probablement de ses parents, qui financent maintenant ses batailles juridiques. Il se prépare maintenant à une bataille pour la garde. Il demande la garde partagée d'un bébé qui n'est même pas encore né. Pourquoi? Ma meilleure supposition, ce n'est pas par amour. C'est pour la pension alimentaire. Il pense qu'il peut obtenir une pension alimentaire d'elle. Ou plus précisément, il pense qu'il peut obtenir une pension alimentaire de mes parents qui la soutiennent. Il essaie de les faire payer pour le gâchis qu'il a aidé à créer. Alors maintenant, ils sont piégés, les deux, légalement liés l'un à l'autre, probablement pour les 18 prochaines années, et ils semblent se mépriser plus que quiconque sur la planète. Je les ai vus de mes propres yeux. Il y a environ 2 semaines, j'étais chez Walmart,
de toutes les places, juste pour acheter des essuie-tout et de la nourriture pour chat. Je marchais vers ma voiture, m'occupant de mes affaires, et j'ai entendu des cris de colère, amers. C'était eux, sur le parking. Brenda, très enceinte maintenant. Son visage était tout rouge et marbré. Elle pleurait et criait. Marc, l'air maigre et en colère, gesticulant sauvagement, sa voix se brisant. Elle lui criait dessus à propos d'argent, sur le fait qu'il était un bon à rien inutile. Il lui criait en retour à propos d'eux. Je ne sais pas, de ses droits en tant que père, sur le fait qu'elle était une menteuse psychopathe. Ils étaient juste ce vortex de misère. Deux personnes en colère, amères, fauchées, piégées sur un parking de Walmart, se criant dessus à propos d'une vie qu'ils avaient tous les deux choisie et qu'ils regrettaient tous les deux clairement et profondément. J'ai fini de mettre mes courses dans mon coffre. Je suis monté dans ma voiture. J'ai allumé ma musique et je suis juste parti. Quant à moi, la vie est belle. Je le pense vraiment. La vie est vraiment belle. La maison est de nouveau silencieuse. Mais c'est mon silence. C'est paisible. Mes finances sont de nouveau les miennes. Mes économies se reconstituent. Je maximise même mon plan d'épargne retraite. Je n'ai pas à me demander à qui mon partenaire envoie des textos. Je n'ai pas à m'inquiéter de financer l'affaire de quelqu'un d'autre. Ma relation avec mes parents est tendue. C'est la seule partie triste de toute cette histoire. Ma mère appelle encore environ une fois par semaine. Elle ne crie plus. Elle soupire juste. Elle essaie de me faire être la plus intelligente et de venir dîner et voir ma sœur. Je lui ai dit, maman, je suis la plus intelligente. C'est moi qui n'ai pas couché avec le fiancé de sa sœur. C'est moi qui paie mes propres factures. Je ne viendrai pas dîner. Pas tant qu'elle sera là. Elle n'a pas aimé ça. Mon père, il m'envoie juste des textos parfois. J'espère que tu vas bien. Je sais qu'il est pris entre deux feux. J'en suis triste. Mais je ne suis pas assez triste pour m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Plus maintenant. Mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé une nouvelle famille en mes amis. Mon amie Sarah, mon ami avocat Tom. Ils ont été mes piliers. Et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau le mois dernier. Il s'appelle Roger. Il a 40 ans. Il est architecte. Je l'ai rencontré au barbecue d'un ami. Il est calme. Il est drôle d'une manière très calme et pince sans rire. Il est intelligent. Il est indépendant. Il paie ses propres factures. Il a sa propre maison. Et il n'a jamais mentionné avoir besoin d'un entraîneur personnel. C'est rafraîchissant. C'est calme. C'est adulte. On y va doucement. C'est bien. La vengeance, à la fin, elle n'était pas élaborée. Elle n'était pas dramatique. Je n'ai pas eu à rayer son camion ou à le dire à son nouveau patron. Je n'ai rien eu à faire. C'était juste laisser Marc et Brenda faire face aux conséquences naturelles de leur propre choix. Ils se voulaient. Ils voulaient un bébé. Ils se sont tus. Ils ont eu un bébé. Et ils ont eu tout ce qui allait avec, un divorce compliqué, une bataille pour la garde, la monoparentalité, vivre chez leurs parents, et l'effondrement complet et total des vies confortables qu'ils ont tous les deux, à leur manière, jetées. Ils ont parié ma relation sur leur liaison, pensant que c'était une promotion. Ils ont perdu ce pari. Et la maison gagne toujours. Parfois, j'ai appris, la meilleure vengeance est simplement de s'écarter. On s'écarte. On lâche le volant. Et on laisse les gens se détruire eux-mêmes. Merci de m'avoir écouté.